Merci de prendre le temps de venir échanger avec nous sur le sujet du pricing. Aujourd'hui, on est là pour discuter autour du sujet de la mesure de la sensibilité prix du client et pourquoi on pense chez Pricing Hub, c'est important de mesurer la sensibilité prix du client et de prendre en fait ces décisions d'ajustement de pricing autour de ce paradigme-là plutôt que de se concentrer uniquement sur la concurrence. Pour discuter de ce sujet, en fait, on a prévu 3 webinaires assez courts de 45 minutes. Donc, le premier aujourd'hui sur le thème de comment mesurer la sensibilité prix et pourquoi passer mes clients au centre de ma stratégie de prix. Et ensuite, on va avoir 2 autres webinaires pour compléter ce premier webinar sur le premier qui aura lieu le 15 janvier. Comment mesurer et exploiter l'élasticité prix, et le deuxième qui aura lieu le troisième, pardon, qui aura lieu le 28 janvier sur rule base et target base. En fait, quelles sont les optimisations que je peux choisir? Le rule base étant plutôt un aliment sur la concurrence et le target base étant une approche qui est centrée sur le consommateur. Voilà. Donc, on va aller sur ces 3 webinaires de la théorie, un peu aujourd'hui, c'est un peu plus théorique, au très, très pratique et très pragmatique. Vous pouvez poser toutes vos questions en utilisant non pas le chat, mais la partie questions à droite de votre écran. Vous pouvez aussi voter pour ces questions-là et les questions les plus intéressantes. Et à la fin des 30 minutes de présentation, on prendra 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, pour parler de la sensibilité prix, je suis avec mon associé Guillaume Tujag, qui est CPO de Pricing Hub. Guillaume a une expérience de presque 10 ans sur l'optimisation du prix. Il a développé tous les algorithmes de pricing dynamique chez eDreams ou Digio quand il était directeur du revenu management. Et aujourd'hui, c'est notre expert pricing maison. Donc, avant de commencer, Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les grandes familles de stratégies de pricing et comment elles se traduisent en termes de fixation du prix? Oui, bien sûr. Bonjour à tous encore une fois. Alors effectivement, chez nous, on a essayé de simplifier les approches pricing en 4 grandes stratégies qu'on nomme de la façon suivante. On aime bien dire que la première stratégie, la plus basique et la plus historique, c'est celle qu'on appelle la stratégie cost-based, donc celle qui est fondée sur les coûts, donc qui consiste à définir son prix en fonction du niveau de taux de marge ou de marge unitaire que l'on souhaite avoir. C'est celle qui est la plus historique, potentiellement la moins impactante sur votre business, la moins performante, disons, car c'est celle qui s'intéresse le moins au consommateur. C'est celle qui place le consommateur le moins, qui l'ignore pratiquement. Ensuite, la deuxième grande stratégie de pricing qui existe, c'est celle qu'on appelle en anglais rule-based pricing, ou bien en français, ça serait une stratégie de pricing fondée sur un moteur de règles. Ici, c'est généralement la plus commune, en particulier, on va dire dans le monde du retail, en Europe occidentale, c'est vraiment la stratégie qui est la plus adoptée. Ça consiste à dire, je vais définir mon prix selon une règle qui va positionner mon prix versus une référence. Cette référence, ça peut être par exemple le prix de la concurrence, ça peut être par exemple mon prix de l'année dernière, ça peut être un autre prix recommandé fournisseur. Bref, quel qu'il soit, la logique consiste à avoir un moteur de règles qui s'enchaîne avec des logiques de priorité, mais où on va définir notre prix comme une conséquence d'une règle versus une référence. Celle-ci est plus puissante que la première, car elle s'intéresse au moteur, elle s'intéresse au consommateur, mais elle reste fondée que sur des grandes croyances métiers. La troisième grande stratégie ou grande approche, on l'appelle value-based. C'est celle qui consiste à définir la valeur de son produit ou de l'expérience client qu'on offre. On vous a mis 2 marques ici, mais il peut y avoir d'autres marques qui ne sont pas positionnées sur le luxe. Par exemple, Ikea est généralement positionné comme quelqu'un qui fait du value-based pricing. C'est une stratégie qui est plutôt peu commune dans le monde du retail, car le différenciateur produit est généralement peu suffisant pour arriver à mettre en place cette stratégie-là. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas l'être. Et enfin, la quatrième, celle que l'on appelle target based, donc en français, ça serait la stratégie fondée sur l'objectif visé. C'est celle qui place vraiment le consommateur au centre de la stratégie. Ici, ça consiste à définir quelle est la sensibilité prix du consommateur et l'impact sur l'ensemble des KPI qui sont importants pour vous. Et en fonction de cette connaissance-là, eh bien, on va définir le prix qui permet de maximiser la performance souhaitée. Donc vraiment, 4 grandes différences avec celle qui est tout à gauche, qui place le consommateur, qui ignore pratiquement le consommateur, et celle tout à droite qui va se concentrer sur les objectifs que vous souhaitez atteindre et la sensibilité prix du consommateur.
Très bien. Alors, pendant que tu parlais, Guillaume, j'ai publié un petit sondage sur le chat là. Donc, la question, c'est parmi les quatre grandes stratégies de pricing que tu viens de présenter, lesquelles considérez-vous avoir adopté? Donc, aujourd'hui, la réponse, c'est qu'il y a 50% sur le cost-based pricing et 50% des réponses sur le rule-based pricing. Voilà. N'hésitez pas à continuer à répondre au petit questionnaire. On peut pas dire que c'est représentatif du marché, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez peu de clients, de prospects. On parle avec assez peu de gens qui sont sur des notions de target-based pricing et sur des notions de value-based pricing. Pour continuer, Guillaume, donc là, on va se concentrer sur la notion de sensibilité prix, à cas d'élasticité. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, ce que c'est que l'élasticité? Oui, bien sûr. L'élasticité d'un point de vue académique, elle peut être présentée sous une formule comme ça, mais globalement, de manière simple, c'est la relation entre la variation du prix et la variation de la demande. Donc vraiment, d'un point de vue académique, si on va tous à l'école, on va entendre ça comme formule. Mais même en restant sur cette logique-là, purement académique, on va vous expliquer qu'on estime qu'il faut aller plus loin. Eh bien, il y a quand même une question qui se pose, puisque variation du prix versus variation de la demande, il y a une première question qui se pose qui est quelle est l'expression de cette métrique de la demande et l'expression de cette métrique du prix? Le prix, est-ce qu'il est exprimé en taux de marge? Est-ce qu'il est exprimé en valeur absolue pondérée par la demande, justement? Est-ce qu'il est exprimé en variation versus un prix de référence recommandé par le fournisseur? Donc déjà là, il y a une première question qui est quelle est la bonne métrique pour estimer la variation du prix dans cette équation de l'élasticité? Deuxième métrique, la demande. Quelle est la bonne métrique pour estimer cette demande? Est-ce que c'est le nombre de gens qui ouvrent la porte de mon magasin ou bien le nombre de visiteurs uniques sur mon site? Est-ce que c'est le taux de conversion? Est-ce que c'est le volume de vente? Bref, rien qu'en restant sur cette logique académique, il y a déjà une question à se poser qui est quelle est la bonne métrique pour arriver à mesurer à la fois le prix et la demande? Maintenant, on va recommander d'aller plus loin, évidemment. Ok, alors donc maintenant, ça c'est la théorie, super, il faut passer à la pratique. Donc de façon opérationnelle, ça se passe comment concrètement? De façon opérationnelle, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que malheureusement notre vie, enfin heureusement même, notre vie elle n'est pas aussi simple que se concentrer seulement sur un seul KPI, en l'occurrence le volume. Donc la première vérité opérationnelle, c'est que un objectif vient jamais sans une contrainte. Lorsqu'on cherche à maximiser un KPI, un ou plusieurs KPI, il y a toujours d'autres KPI qu'on souhaite protéger. Et dans tous ces KPI, il y a beaucoup plus que le KPI de la demande. Il y a le profit, il y a le chiffre d'affaires, il y a ma part de marché. Potentiellement, il y a même des KPI autres que des KPI relatifs au PNL. Il va y avoir ma satisfaction client qui peut être par exemple mesurée comme mon NPS. Il y a ma fidélité client, etc. Donc, le premier message, c'est qu'il faut aller plus loin que la définition académique. Lorsqu'on s'intéresse à la sensibilité prix, il faut mesurer l'impact de la variation du prix sur l'ensemble des dimensions des KPI et des dimensions qui sont importantes pour vous, que ce soit des dimensions de votre PNL ou des dimensions qui sont plutôt qualitatives relatives à votre image de marque, l'expérience client. Ça, c'est le premier gros message. Il faut arriver à trouver un moyen de mesurer l'élasticité sur l'ensemble des KPI qui sont importants. Le second message, c'est que si la définition académique, elle va avoir tendance à sortir un chiffre d'élasticité. Donc, le fameux -1 si jamais mon prix est l'évolution de ma demande est proportionnelle à l'évolution de mon prix. Eh bien, en fait, le fait de sortir un seul chiffre moyen, ça sous-entend que l'élasticité est linéaire. Or, c'est pas le cas d'un point de vue opérationnel. La vérité, c'est que la sensibilité prix du consommateur, elle est évolutive selon la taille de la variation. J'essaie de partager mon écran pour voir si ça fonctionne. Généralement, faire un petit dessin. Ouais, vous savez que j'aimais bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un fan de dessin, même si je ne peux pas résister. Même si je suis pas bon. Ici, si je fais un petit graphique où sur l'axe des axes, on va dire que c'est la variation du prix, et sur l'axe des ordonnées, on va dire que c'est la variation de la demande, quelle que soit l'expression. Normalement, une courbe d'élasticité, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Généralement, d'un point de vue théorique, ça va être un S inversé. Le S inversé, il va se positionner comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va diminuer notre prix, on s'attend à une augmentation de la conversion, mais la question clé, c'est quelle est la forme de la pente que l'on a ici. Et lorsqu'on va augmenter notre prix, on va avoir une baisse de la conversion, une baisse de la demande, disons. Et la deuxième question, c'est effectivement quelle est la forme de cette courbe, la shape de cette courbe-là. Donc là, c'est le deuxième grand message qui est le fait qu'il faut s'écarter d'une valeur moyenne, il faut aller chercher, il faut mesurer l'élasticité sous forme de courbe parce que la sensibilité n'est pas la même selon la taille de l'augmentation et la taille de la diminution. La deuxième grande raison pour laquelle il faut
à regarder une valeur moyenne, c'est parce qu'on a toujours ce qu'on appelle un effet plateau. Un effet plateau à la baisse, c'est-à-dire que si je baisse mon prix de mon produit jusqu'à une certaine valeur, je vais effectivement générer une augmentation de la conversion, par exemple, mais au bout d'un moment, je vais arrêter d'augmenter ma conversion. J'ai attiré tous les clients qui étaient très price-driven. Et c'est pareil à la hausse. Je vais trouver un plateau un plateau lors de mon augmentation de prix qui va m'empêcher qui ne va plus générer une augmentation de conversion ou de demande. Donc là, le point ici, le deuxième grand message, c'est après s'être intéressé sur sur l'impact de la variation de prix sur l'ensemble des KPI, le deuxième grand message, c'est il faut arriver à comprendre quelle est la sensibilité du changement de prix et où se situe le plateau. Ça, c'était le deuxième. Le troisième message, ça paraît bête à dire, mais on réagit pas tous. On est évidemment tous une sensibilité prix qui est différente. Et donc, il faut s'intéresser à segmenter nos consommateurs. Les segmenter, ça veut dire essayer de s'intéresser à quels sont les clients qui ont des formes de courbes qui vont être différentes. On peut potentiellement se retrouver face à des consommateurs qui n'ont pas du tout une élasticité faible et d'autres qui vont avoir une élasticité forte ou d'autres qui vont avoir juste une sensibilité différente. Ici, j'ai dessiné un S très moche là en vert qui illustre juste le fait que la sensibilité peut être différente. Donc, lorsqu'on dit qu'on est tous différents, évidemment, c'est vrai. Et ça, il faut arriver à trouver les dimensions comportementales qui nous permettent d'identifier ce qu'on appelle des segments. On ne va pas chercher à faire du pricing personnel, de la personnalisation, mais par contre, on peut s'intéresser à faire du pricing par segment de clients selon leur élasticité, c'est-à-dire selon leur sensibilité prix. Et enfin, le quatrième grand message, le dernier, c'est celui qui consiste à dire qu'il faut mesurer cette élasticité pour être efficace opérationnellement de manière contextuelle. Une phrase un petit peu bateau qui consiste à dire la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ou n'est pas celle de demain. Eh bien, c'est une phrase bateau, mais ça a particulièrement du sens dans qu'on s'intéresse à l'élasticité. On a fait face à beaucoup d'événements récemment, avec Covid ou avec d'autres événements, qui ont bien démontré l'importance de mesurer l'élasticité de manière contextuelle. On met en opposition la capacité de mesurer l'élasticité selon seulement des données historiques versus la capacité à le mesurer de manière contextuelle. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer pourquoi est-ce que ça peut potentiellement être dangereux de mesurer ça de manière contextuelle. Dans beaucoup d'industries, pendant des années, on a fondé l'élasticité sur seulement les données historiques et donc les modèles seulement prédictifs. On appelle ça l'exemple de la Saint-Valentin chez PricingHub. Le 14 février, c'est effectivement la Saint-Valentin qui est pratiquée en France, mais dans d'autres pays aussi. Et on sait très bien que la demande évolue différemment et que la sensibilité prix des consommateurs évolue différemment. Les algos, aussi intelligents qu'ils soient, ils ont tous prévu ça. En revanche, 2 années de suite, eh bien, tous les algos se sont trompés. Tous les algos prédictifs qui étaient fondés seulement sur l'historique. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un événement externe qu'ils n'avaient pas prévu. Cet événement, pour la blague, c'était une fois PSG Barcelone et une autre fois PSG Madrid. Eh bien, il y a eu un énorme changement, non seulement de demande, mais aussi d'élasticité après 20 heures sur tous les gens qui se situaient dans ces zones géographiques-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contexte, un événement qui a beaucoup affecté ça. Et l'ensemble des modèles prédictifs qui étaient fondés sur les données historiques n'avaient pas capturé cet événement-là, évidemment, parce que c'est impossible de partir dans à la donnée et au listing de l'ensemble des éléments contextuels. Donc, mon point final, c'était de dire que c'est très important de mesurer ça de manière contextuelle parce que la sensibilité du consommateur évolue constamment. Ouais. Merci Guillaume. Donc, si je résume, et c'est un peu la philosophie de PricingHub, c'est-à-dire que, il faut mesurer l'élasticité sur l'ensemble des dimensions clés. Idéalement, il faut segmenter cette élasticité sur les dimensions qui sont actionnables, que vous pouvez utiliser et exploiter. Et puis, il faut la mesurer constamment. Voilà, il faut la mesurer constamment parce qu'il y a de très très nombreuses variations de contexte et que ces variations de contexte impactent créent des changements de demande, mais aussi des changements de sensibilité prix, d'élasticité. Et puis finalement le dernier point, ce que disait Guillaume en dernier, c'est que pour optimiser un prix, donc faire des ajustements de prix au quotidien ou de façon hebdomadaire, il faut utiliser l'élasticité contextuelle, c'est-à-dire une élasticité qu'on a mesurée dans un instant T. Par contre, si vous voulez avoir une vision macro et avoir une vision plus de compréhension, on peut utiliser l'élasticité historique. Mais ça nous paraît pas pertinent et un peu risqué, en fait, d'utiliser l'élasticité historique, ce qui s'est passé hier, pour aller prédire un prix et ajuster un prix pour demain.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Et j'espère que cette notion d'élasticité, elle est claire. Maintenant, Guillaume, dis-nous pourquoi c'est justement important de mesurer régulièrement l'élasticité prix et quelles sont les tendances en fait de segmentation qu'on voit dans la data Pricing Hub. Oui, bien sûr. Je te laisse repartager ton écran si tu veux, Jérôme. Ouais, je vais repartager, ouais. Alors, la première grande raison, c'est parce que le prix est l'élément du marketing mix qui a le plus fort impact à court terme et soutenable dans le temps. Donc ça, c'est des grandes phrases de grands théoriciens. Et je suis pas en train de dire que c'est faux, c'est tout à fait juste. J'aurais pas cette prétention-là, mais je dirais que c'est particulièrement important de mesurer ça, non pour des raisons opportunistes, mais aussi pour des raisons défensives. Parce que ne pas connaître ou bien mal connaître la sensibilité prix de ces consommateurs, ça peut réellement amener à des choix de niveau de prix qui sont contre-productifs et qui vont à l'inverse des objectifs. Donc, comprendre la sensibilité prix est primordial non seulement pour des raisons offensives, mais aussi pour se prémunir de mettre en place un prix qui aille à l'encontre de ce que l'on souhaite viser. Typiquement, effectivement, je peux partager des apprentissages qu'on a vus ces derniers temps, en particulier durant le confinement. Mais là, encore une fois, cela ne prédit en rien de l'avenir. C'est pas parce qu'on a observé certaines leçons durant le confinement que lors du prochain confinement, ça va être la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer cette élasticité de manière contextuelle. Ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs grandes catégories qui ont subi des augmentations de la demande. D'accord, je sais pas, par exemple, les jeux vidéo, tout appareil électronique relatif au travail à domicile, tous les appareils, le papier toilette, etc. Il y a plein de catégories qui ont subi des augmentations de la demande. Mais une augmentation de la demande ne veut pas forcément dire une évolution similaire ou sur l'ensemble de ces catégories de l'élasticité. On peut tout à fait avoir une évolution de la demande très positive et une évolution de l'élasticité qui reste la même qu'avant. Ici, je vais vous donner deux exemples de deux catégories différentes où on a justement essayé de mesurer, de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, à savoir regarder l'élasticité qu'on avait juste avant le Covid et regarder l'élasticité qu'on avait juste pendant le Covid. Ici, vous voyez que la courbe rouge est pendant et la courbe bleue est durant le Covid. Ici, l'apprentissage… C'est pendant la première phase de confinement, pour être précis. Tout à fait. Donc, sur l'axe des abscisses, le prix, on l'a estimé selon la métrique du taux de marge, et l'axe des ordonnées, la demande, on l'a estimé sur la métrique du taux de conversion. Le premier apprentissage, c'est qu'effectivement, c'est une catégorie qui a subi une augmentation de la demande significative, puisqu'on voit bien qu'à taux de marge équivalent, on a un niveau de conversion, de demande, disons, qui est significativement supérieur. D'accord ? Donc ça, c'est une première information. Mais la deuxième information que l'on voit sur cette catégorie-là, c'est que la forme de la courbe a complètement changé. La bleue plutôt linéaire et plutôt très basse, très peu pentue, pardon, alors que la deuxième, elle ressemble plus à une courbe et elle est très pentue. Donc là, on arrive vraiment à observer qu'il y a deux effets. Il y a plus de demandes et une relation face à l'évolution du prix qui est très différente. Mais c'est pas… On vous montre une deuxième catégorie dans un deuxième slide, où là, vous allez voir que cette catégorie-là, elle subit aussi une augmentation forte de la demande, mais puisque là, on voit bien que la courbe rouge est bien supérieure sur l'axe des ordonnées, mais on s'aperçoit que la forme de la courbe est réellement similaire à ce que l'on avait avant le Covid. Et aussi, la distance entre le niveau de conversion du point prix le plus bas et du point prix le plus élevé, proportionnellement, est assez similaire entre les deux courbes. Donc, l'apprentissage de ça, c'est que ça a particulièrement du sens de mesurer l'élasticité de manière contextuelle parce que l'élasticité peut changer, mais surtout et aussi de la mesurer par périmètre produit qui permet d'apprendre le fait qu'il y a vraiment des groupes de produits qui se comportent très différemment. Voilà, très bien. Alors, merci Guillaume pour ces explications. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc j'imagine que c'est très, très limpide pour vous. Je vais vous envoyer un deuxième sondage qui peut être intéressant. Donc, la question, en fait, c'est est-ce que vous allez mesurer, est-ce que vous mesurez régulièrement l'élasticité? On pense que c'est un point important. Et la question, c'est est-ce que vous le faites de façon régulière? Et si oui, à quelle fréquence vous le faites? Voilà. Donc normalement vous devez avoir le sondage apparaître.
Pour l'instant, j'ai beaucoup de non jamais, 75% des répondants, et occasionnellement 25% des répondants. Voilà, et donc ça illustre en fait un peu le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait qui passent à côté d'une opportunité qui est très très importante. Et en fait, le métier de Pricing Hub, c'est de vous permettre en fait de mesurer ça et d'utiliser ça en tant qu'une opportunité business. Alors voilà, donc là pour l'instant, occasionnellement 40%, je mesure occasionnellement l'élasticité 40% et jamais 60%. Très bien, Guillaume. Alors, on a parlé de cette mesure d'élasticité. Maintenant, quelles sont les dimensions que tu utilises pour la segmenter? Parce qu'on a beaucoup parlé de segmentation d'élasticité. C'est peut-être encore un concept un peu flou. Donc, quelles sont les dimensions que tu nous recommandes d'utiliser? Oui, effectivement, on a parlé de segmentation. Donc, la segmentation, on l'effectue selon les types de dimensions de comportement d'achat. Alors, les dimensions qu'on va pouvoir capturer vont être différentes selon si vous êtes un acteur qui agit dans le monde du digital ou si vous êtes un acteur complètement offline. Je crois que la majorité de notre audience est plutôt offline. Donc, par exemple, les dimensions qu'on pourrait utiliser, c'est la géographie. Avoir un magasin qui est en zone très urbaine et un autre qui ne l'est pas, il y a sans doute l'élasticité pour un même produit est différente. Une autre dimension, ça va être par exemple les jours de la semaine, entre donc la réaction de la demande un samedi après-midi pour des jouets versus un lundi matin, c'est très différent. Une autre dimension, ça peut être par exemple le type de magasin, sa taille, sa zone de chalandise, l'existence ou non d'une galerie marchande. Tout ça, c'est des dimensions qui peuvent permettre de catégoriser la demande et évaluer s'il y a de la segmentation dans l'élasticité ou pas. Ce que l'on prétend et ce en quoi on croit, c'est qu'il peut y avoir de la segmentation, mais il peut aussi ne pas y en avoir. J'ai eu un client cet été qui m'a dit, mais comment ça se fait que tu as été assez, sur un espace-temps donné, tu as assez bien réparti le même prix pour l'ensemble des segments. C'est parce qu'on ne va pas promouvoir la segmentation si durant un espace-temps, les clients se comportent de la même manière. Dans le monde de l'online et donc les retailers qui sont plus sur le digital, ici on va pouvoir aller chercher encore plus de dimensions segmentantes. On va pouvoir aller chercher le device, l'appareil utilisé. Est-ce que c'est un ordinateur ou bien c'est un téléphone? Est-ce qu'on va pouvoir regarder le marketing channel? Est-ce que le client vient de mon application, vient d'une action CRM, donc par exemple du newsletter? Est-ce qu'il vient de Google SEM, etc. On va pouvoir, selon si vous êtes dans le monde online ou pas, on va pouvoir aller chercher des dimensions comportementales différentes. Mais en gros, je vous ai cité les dimensions qui, par expérience, sont les plus segmentantes sur l'élasticité. Ouais. Mais on a souvent la question, Guillaume, notamment quand on utilise la dimension de la type series, en fait, du temps pour segmenter. On a souvent la crainte, notamment, non pas des pure players, mais plutôt des retailers traditionnels qui ont 300 points de vente physiques, qui nous disent, non mais attendez, comment est-ce que vous voulez qu'on utilise cette dimension pour ajuster les prix? On va pas changer les prix tous les jours. Oui, qu'est-ce que tu réponds à cet argument? Bon, déjà, je le comprends tout à fait. Le premier point, c'est effectivement, il y a un élément technique opérationnel qui s'appelle les étiquettes digitales, les étiquettes électroniques, et tout le monde n'est pas équipé par ça, de cela. Donc, selon si la réponse est oui, je suis équipé ou pas, eh bien, ça ouvre des portes à certaines dimensions segmentantes. Si la réponse est non, eh bien, effectivement, on peut très bien imaginer qu'on n'utilise pas la dimension de l'espace-temps pour arriver à segmenter les clients, mais juste avec les autres dimensions que j'ai mentionnées, par exemple la géographie ou la taille du magasin, ou bien l'existence ou non d'une galerie marchande, etc. Toutes ces dimensions-là sont déjà suffisamment importantes et segmentantes pour arriver à tirer profit de l'élasticité d'un consommateur à l'autre. On peut tout à fait y aller étape par étape. Déjà, connaître son élasticité contextuelle à un moment donné, c'est déjà une grande étape. Ensuite, la connaître sur des dimensions segmentantes qui ne sont pas relatives à l'espace-temps, c'est encore une autre étape. Et après, petit à petit, on peut aller s'équiper vers des éléments qui nous permettent de tirer profit de l'espace-temps. Ok, très clair. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, c'est parfait. Juste pour respecter un peu le temps, Guillaume, tes mots pour la conclusion? Oui, bien sûr. Je dirais 4 messages. Message numéro 1, c'est que la sensibilité prix
elle est vous avez compris qu'elle est extrêmement sensible au changement de contexte, que ce qu'on appelle le contexte, c'est l'ensemble des événements internes et des événements externes à une société. Donc, par exemple, la concurrence, c'est un des éléments externes. La météo, c'est un des éléments externes. Les événements internes, il y en a plein. Vous changez votre magasin, vous changez vos stratégies marketing, etc. Donc ça, c'est le premier gros message. Cette mesure de sensibilité prix, il est très, très important de la mesurer de manière contextuelle pour arriver à la connaître de manière fiable. Deuxième grand message, généralement, la sensibilité prix du client, elle est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas en augmentant de 1% qu'on a le même résultat qu'en baissant le prix de 1%. Donc, il faut arriver à la connaître de manière fiable, qui est illustrée généralement sous forme de courbe, et il faut arriver à la connaître. Et deuxième point, elle est généralement pas identique pour l'ensemble des consommateurs. Donc, il faut arriver à pouvoir segmenter ces consommateurs selon leur sensibilité prix. Troisième grand message, effectivement, on l'a vu, la sensibilité prix du consommateur, il faut la mesurer sur l'ensemble des KPI qui ont de l'importance pour vous. Pas seulement sur la demande, parce qu'on sait très bien qu'opérationnellement, on n'a pas tous seulement cette contrainte-là de demande ou de part de marché. Généralement, on souhaite faire de la croissance profitable avec une bonne image de marque, ou bien il peut y avoir beaucoup d'autres critères. Donc, il est très important de la mesurer de manière globale, holistique, sur l'ensemble des KPI qui sont importants. Et je dirais que pour finir, on a peu utilisé le terme des données de benchmark, durant toute cette discussion. Ça ne veut pas dire qu'on la considère pas. La donnée de benchmark, pour nous, les éléments la donnée de concurrence est un élément du contexte que l'on considère tout à fait. On les considère même aussi dans la capacité à définir ce qu'on appelle des bornes, c'est-à-dire la capacité à savoir quels sont les prix que l'on doit explorer pour connaître le positionnement marché de l'ensemble des acteurs. Mais c'est vrai que notre ambition, c'est d'arriver à démontrer qu'en s'intéressant à la sensibilité prix du consommateur dans sa globalité avec l'ensemble du contexte, eh bien, on va essayer de vous amener vers une dépendance de cette donnée de concurrence qui soit moindre par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Et je crois qu'on a Alexandre d'Allopneus dans la discussion et je voulais savoir si Alexandre, tu pouvais en toucher un mot de ce point-là. Ouais, alors, un petit souci technique là, j'ai pas l'impression. Enfin, Alexandre est là, mais j'arrive pas à le faire monter sur scène en fait. Il essaie de voilà. Donc en fait, Alexandre Devanne, c'est le directeur du pricing d'Allopneus qui utilise la solution Pricing Hub et qui allait nous toucher un petit mot, mais là apparemment il est pas logué sur le bon compte. Bon, en attendant, on peut peut-être commencer avec la session de questions-réponses et on va voir si on arrive à connecter Alexandre. Sûr. Et puis, si on arrive à connecter Alexandre, en fait, il va pouvoir nous répondre à la question. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais il y en a une qui est très bonne déjà. La première, celle de Guillaume. Y a-t-il des business models ou des industries dans lesquelles la mesure est impossible ou non significative? C'est intéressant ça comme question. Donc, est-ce qu'il y a des industries ou des business models dans lesquels la mesure de la sensibilité prix est impossible ou non significative? Alors, je dirais pas qu'il y a des industries ou des business models où la réponse où c'est impossible. En revanche, il peut y avoir des secteurs et il peut y avoir des acteurs pour lesquels ça va être très difficile. La première difficulté, comme vous l'avez vu, on essaye de mesurer la sensibilité prix avec un indice de confiance élevé. Donc, si vous avez très peu de volume et très peu de volume, vous n'avez pas accès aux données, eh bien, effectivement, ça va rendre la tâche entre guillemets très difficile. D'accord? Donc, nous, on a estimé. Je suis désolé pour le bruit. On a estimé un certain niveau de volume qui est nécessaire pour arriver à le mesurer de manière fiable. Donc, je dirais pas qu'il y a business model ou industrie où c'est impossible. Je dirais qu'en fonction, si vous avez un niveau de volume qui est trop faible, ça va être difficile de le mesurer de manière fiable. C'est pas impossible. Globalement, ce sera toujours possible, mais le taux d'erreur va être très élevé si vous avez pas ça. Si vous n'avez pas accès aux données et que vous n'avez pas accès à un volume significatif. Ouais, il y a Carole Pratt qui nous dit, ouais, c'est très compliqué quand même en B2B de mesurer cette sensibilité prix parce que c'est vrai que les grilles sont un peu figées, etc. Et j'ai aussi moi en tête un autre business model où c'est compliqué parce qu'on a discuté avec eux, c'est le modèle de la vente privée.
tu te souviens, Guillaume, on a eu des discussions, on a des discussions avec un acteur de la vente privée, et c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est d'avoir des groupes de comparaison, des groupes de contrôle en fait sur ce secteur-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de ventes qui sont identiques et on a toujours enfin, très difficile de trouver des groupes de contrôle sur lesquels on puisse mesurer cette élasticité. Ok, d'autres questions. On a une autre question de Thomas. Alors, à quel niveau calculez-vous l'élasticité unitaire par produit, par famille de produits? Et autre question liée, est-ce que vous prenez en compte l'élasticité croisée? Super question, Thomas. Ouais, super question, Thomas. Alors, la réponse simple, c'est que non, on ne la mesure pas on la mesure pas par produit, on la mesure par groupe de produits. On utilise un terme, nous, on appelle ça portefeuille, mais ça serait, pour utiliser tes termes à toi, ça serait par famille de produits, effectivement, afin justement de considérer les effets croisés, ce qu'on appelle la cross-elasticity. Effectivement, aussi, mesurer l'élasticité de manière unitaire par produit, ça nous paraît pas pertinent du fait de la cannibalisation qui existe entre les produits. Donc, si je mesurais l'élasticité sur un produit donné, j'aurais beaucoup de mal à savoir dans quelle mesure la variation du prix a amené ce niveau d'impact, ou bien si ce niveau d'impact a été amené du fait d'un changement de contexte, un changement de prix sur un produit concurrent. Typiquement, si je fais varier le prix de mon iPhone et que je m'intéresse à l'élasticité de celui-ci, dans quelle mesure la performance que j'observe sur mon iPhone est liée réellement à mon changement de prix, ou bien c'est lié à ce qui s'est passé sur l'autre. Donc, pour répondre à ta question, on va mesurer l'élasticité par famille de produits, par groupe de produits, notamment qui se cannibalisent entre eux. Et ensuite, on va effectivement considérer les effets cross-élasticité entre les produits à l'intérieur de cette famille. Voilà, merci Guillaume. Alors, pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas où est-ce qu'on est, Alexandre. Il essaye par téléphone, mais j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va… ok. Thomas dit merci beaucoup pour cette réponse très très claire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là et on va mettre un terme à ce webinaire. On va faire deux choses. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez continuer à vous inscrire aux deux autres sessions de webinaire qui seront début janvier. Donc, si ça vous a intéressé aujourd'hui, n'hésitez pas à vous inscrire et je vais vous renvoyer le lien pour que vous puissiez vous inscrire aux autres webinaires qui seront aussi très pratico-pratiques. Et puis, on va aussi vous envoyer un questionnaire de satisfaction, savoir voilà, si vous étiez content sur le format, ou si on a pris le parti de faire un format très très court, très intense. Est-ce que ça vous convient? Voilà, n'hésitez pas à nous faire un feedback. C'est une des premières pour nous. Donc, on prendra en compte vos remarques pour améliorer un petit peu le format. Voilà. Merci pour tout. Jérôme, s'il nous reste une minute, on a eu une question d'Henri. Oui, super. Qui peut être potentiellement intéressante pour l'audience. Donc, l'utilisation de l'élasticité n'a pas un impact sur l'image prix. Alors, je dirais que la réponse est oui, sans doute, ou oui, très probablement, mais ça se mesure et ensuite ça s'optimise. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la sensibilité prix doit être mesurée sur l'ensemble des KPI qui sont importants pour vous. Si ce qui est important pour vous, ce sont seulement des KPI relatifs à votre PNL, eh bien, on va regarder que cela. Si jamais, eh bien, l'image prix, l'expérience client, la satisfaction client, etc., ce sont des KPI qui sont importants, primordiaux pour vous, eh bien, il faut trouver quelle est la bonne expression du KPI de l'image prix, par exemple, et ensuite mesurer justement la corrélation entre la variation du prix et la variation de ce KPI-là. Dès lors qu'on sait mesurer un critère, et normalement, si c'est un critère, on doit pouvoir arriver à le mesurer. Il y a plein de métriques qui existent pour mesurer l'image prix, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'on puisse capter ce point de données-là. Et ensuite, on va mesurer l'impact de la variation du prix sur le KPI qui illustre l'image prix, comme on va le faire, comme on le fait pour l'impact du prix sur la demande, le profit, le revenu, le net revenue margin, etc., etc. Donc, c'est juste un critère parmi d'autres. Il faut juste arriver à trouver la bonne expression de la métrique qui illustre cela. Et oui, c'est tout à fait une question qu'on entend beaucoup. Et pour nous, dans notre approche, c'est vraiment la même chose que les autres métriques. Donc, il faut le considérer. On peut tout à fait l'absorber.
On va quand même aussi avouer qu'on nous en parle beaucoup de cette image prix, mais que la réalité, c'est qu'il y a peu de gens qui arrivent à la mesurer et qui la mesurent. Donc, en fait, on nous en parle souvent dans l'absolu. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est une sensibilité ou une intuition, mais c'est rarement quelque chose qui est mesuré. Merci à tous en tous les cas pour toutes vos questions et votre attention. Je vous dis donc au 15 janvier pour notre second webinaire sur le sujet. Et à très très bientôt. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous remettre nos coordonnées ici. N'hésitez pas à me contacter et à nous faire part de tous vos commentaires et répondez surtout au questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne journée.